villes aimables aux noms rocailleux ou chantants, belles rivières tranquilles, un château Renaissance surgit soudain au détour d'un chemin poussiéreux. Voilà les images que le touriste emportera d'une rapide randonnée à travers l'Aveyron et le Tarn. Il a découvert et aimé les gorges du Vieur, les petits villages endormis dans la chaleur, Salles-la-Source baignée de lumière et la cathédrale rose qui veille sur Albi comme une forteresse. C'est à peine s'il a deviné derrière cet écran d'eau, de verdure et de pierre la présence insolite de la mine. Les houillères d'Aquitaine ont des superstructures modestes. Celles de Carmaux se dissimulent au creux d'un vallon. Mais si l'on s'enfonce à 300 mètres sous terre, au puits Sainte-Marie par exemple, rien ne distingue l'activité de ces chantiers de celle qui règne au cœur des grands bassins du Nord et de la Lorraine. Rien, si ce n'est l'accent des mineurs. Comme partout ailleurs, le décor traditionnel du fond a subi de profondes transformations. La machine tente à prendre en charge la part la plus dure du travail humain. On a vu apparaître tour à tour la chaîne sans fin, qui draine tout au long du chantier le charbon abattu pour le déverser sur des tapis roulants. La haveuse qui scie profondément à sa base la couche de houille. Et ce curieux engin, agité par la danse de Saint-Guy, qui charge avec son bec de canard 25 tonnes de charbon en une demi-heure. Évacuée par des convoyeurs à bande et finalement par des berlines, la houille prend le chemin de la surface. Ce mode d'extraction est bien connu, c'est, à quelques variantes près, celui de toutes les mines françaises. Mais le bassin d'Aquitaine, à côté de cet aspect classique des pays miniers, offre une particularité unique en Europe. Dans le nord de l'Aveyron, les collines arides, exhalant par 1000 crevasses des vapeurs de soufre, évoquent quelques terres volcaniques d'Italie. Là, depuis des siècles, un amas de houille se consume sourdement, tout près de la surface du sol. Par millions de tonnes, l'inflammation spontanée des cristaux de pyrite dévore le charbon jour après jour. Foyer gigantesque, marmite du diable, que pour sa part, Altebert, un mineur retraité de Decazeville, a su parfaitement adapter à son usage personnel. Les paysans de l'Aveyron avaient baptisé cette région Lupuech Geard, la montagne qui brûle. Il n'était pas question de laisser cette montagne de charbon se consumer sans aucun profit. Depuis un demi-siècle, à Decazeville, on l'exploite à ciel ouvert. Les spécialistes disent en découverte. Le chantier est devenu un immense cirque profond de 200 mètres. Sous les gradins rocheux, on distingue très nettement l'épaisse couche de houille pure. Les calculs des ingénieurs ont établi que pour l'atteindre, le procédé le plus expéditif et le plus économique aussi était de faire sauter la calotte rocheuse qui la recouvre à coups d'explosifs. Cette méthode catégorique n'a pas fait l'affaire des habitants du petit hameau perché au sommet de la montagne.
Peu à peu, le souffle des explosions désagrège ces maisons depuis longtemps abandonnées. Une seule maison a résisté jusqu'ici, celle d'Aldebert, l'unique habitant du village. Souvent, l'ancien mineur, redevenu paysan, s'arrête au café de Bourran, le caravansérail lézardé, ébranlé par les coups de mine, où font halte les ouvriers de la découverte. Salut les gars. Salut Porte, comment va? Vous prenez, messieurs? Un pintou Aldebert? Ouais. 2 pintous. Mille livres. Oh, ils vont finir par me démolir ma baraque. Celui-ci, c'est André Porte, une célébrité de Decazeville. Il prend son poste en plein soleil de midi sur une des grandes foreuses du chantier, capable de percer dans le roc des trous de 100 mètres de profondeur. L'explosif ayant fait son œuvre, il faut déblayer les terres abattues. C'est alors qu'entrent en action les pelles électriques géantes. Un seul de ces mastodontes fait le travail de 10 pelles mécaniques normales. Une voiture de tourisme tiendrait à l'aise dans l'énorme godet qui ramasse sans effort 10 tonnes de terre et de rochers et les dépose délicatement dans une benne. En 2 coups de pelle, le camion est rempli. Rien n'arrête les puissants véhicules chargés d'évacuer les déblais. Ni les pentes les plus raides, ni les pires bourbiers de la mauvaise saison. Mais comme le profil du terrain se modifie constamment, il faut sans cesse leur ouvrir de nouveaux passages. Rien de plus simple pour Bourgnenesque, le contremaître de la découverte. Et le cycle recommence. Chargement des terres, transport, déchargement, rechargement, la ronde infernale tourne jour et nuit. Morceau par morceau, la montagne change de place. Hâlés par le soleil, les vêtements imprégnés de poussière grise, les mineurs de Decazeville ne ressemblent en rien à leurs frères de Carmaux. Le travail principal est ici le terrassement. Il faut enlever 12 tonnes de terre pour pouvoir extraire 1 tonne de charbon. À mesure que la houille se découvre au fond de l'amphithéâtre, on l'abat elle aussi à coups d'explosifs.
Le problème de l'extraction, si compliqué en mine profonde, devient alors d'une remarquable simplicité. À ce rythme, le cirque se creuse presque à vue d'œil. Dans quelques années, la montagne aura disparu. Aldebert assiste impassible à ce gigantesque bouleversement. Déjà, les bulldozers ont envahi la partie de son village qui touchait à l'abîme. Le dernier habitant du hameau sait qu'un jour prochain, il devra à son tour abandonner sa maison. Il le sait depuis qu'il a croisé pour la première fois les monstres venus en renfort pour accélérer le grignotage de la montagne. Il le pressentait déjà peut-être au jour lointain où lui-même, à coups de pique et de pelle, il s'acharnait contre le roc pour lui arracher son trésor noir. Seulement, le temps ne marche plus au pas de son attelage. Le monde moderne est pressé. Plus vite, encore plus vite, les machines sont infatigables. Il faut qu'il en prenne son parti. C'est une épreuve de vitesse qui se dispute ici entre l'homme et le feu. Et la course ne prendra fin que le jour où toute trace de la montagne qui brûle se sera effacée.